Comme d'habitude, je sais que pour le prochain débat, qui est le débat sur les enfants et les écrans, c'est Katarina Spasojevic qui va présenter ses intervenants. Et je trouverais absolument formidable qu'elle soit là avec nous. Vous pouvez lui faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Katarina, je te laisse, c'est à toi. Est-ce que le micro est branché? On va regarder ça. Test. Very good. See you later. See you. Bonjour. Alors nous, on va parler des écrans aujourd'hui, mais avant juste d'appeler les orateurs sur scène, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai éteint mon téléphone portable pendant 6 jours. Dans la salle, par main levée, si vous voulez bien, qui d'entre vous a éteint son téléphone depuis le début de l'année, au moins pendant 3 jours? Ouais, hein, il y a encore du travail. Hein. Alors pour la petite histoire, nous avec mon mari, on partait en vacances et nos 3 enfants, donc moi j'ai 3 enfants en bas âge, ils ont 3 ans, 5 ans et 6 ans. Et puis, je vais vous dire que j'ai passé beaucoup de bon temps avec mes enfants. Et pour les parents qui ont des enfants en bas âge, écoutez bien ça, je ne me suis pas énervée une seule fois en 6 jours. Ce qui est quand même quelque chose. Alors j'ai joué avec mes enfants, on a passé du bon temps, on a rigolé, je leur posais plein de questions, j'avais vraiment envie un maximum de profiter d'eux. C'est même eux, au bout d'un moment, qui m'ont dit « Bon, c'est bon maman, on a assez joué avec toi, va jouer un petit peu toute seule maintenant. Hein. » Alors, aujourd'hui, on va parler des écrans et en fait, beaucoup de la différence entre nous les adultes et puis les enfants. Donc nous les adultes, on a un cerveau qui est développé, dans la plupart des cas. Hein. On n'est pas en proie aux addictions et puis si jamais on l'était, eh ben, on saurait un peu comment casser ce cercle vicieux des addictions ou alors, au pire des cas, à quelle porte frapper. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que les enfants sont directement, tout de suite, en fait, introduits aux écrans dès la plus petite enfance. Bon, les avis sont mitigés d'un point de vue général. On a d'un côté les bénéfices des écrans, qui vont être l'accès à l'information, de toutes ces applications, par exemple, qu'on utilise sur notre téléphone portable. Et puis, il y a aussi les risques d'addiction, les risques d'oisiveté cérébrale, voire même de retard de développement dans certains cas. Alors, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir en parler, et on va parler des 5 étapes de l'utilisation des écrans, avec 3 invités de marque. 3 personnes qui ont un domaine d'expertise différent, 3 personnes qui ont des manières différentes d'agir. Je vous prie d'accueillir Sébastien Gibert, qui est directeur de l'école primaire française de Genève. Merci. Fabienne Ebaisen-Dumas, qui est responsable régionale de Pro Juventute. Un petit peu d'applaudissements. Je vous en prie, installez-vous. Et puis, on va ouvrir le bal avec une magistrate qui est en charge du département de la cohésion sociale et solidarité, Madame la conseillère administrative Christina Kitsos. Merci de bien vouloir les applaudir. Bonjour. Yvan, il nous manque juste le 2e micro. Si possible, oui, vous pouvez vous installer où vous voulez. Petit problème d'organisation. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite parler de la première étape. On rentre directement dans le vif du sujet. On va parler de la première étape, je m'installe aussi, de l'utilisation des écrans, qui a commencé, Christina Kitsos, dans les années 2000, avec la vraie révolution numérique. Oui, bonjour à toutes et à tous. La révolution numérique. Alors, c'est vrai que chaque fois qu'il y a des révolutions technologiques, je pense que la grande difficulté, c'est que les codes sociaux ou les comportements qu'on va adopter, eh bien, ils sont beaucoup plus lents, en fait. Alors qu'en termes technologiques, c'est très rapide, ça arrive dans nos quotidiens, mais jusqu'à ce qu'on prenne conscience de ce que ça va impliquer, voilà, on est vraiment en retard, en réalité. Et le fait de ne pas avoir de recul, eh bien, forcément que ça peut avoir des conséquences. Alors, je ne suis pas une spécialiste du numérique, mais il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que les modes de pensée ou les perceptions des temporalités se transforment par notre utilisation du numérique. Donc, en effet, ça a des impacts très importants. Et il y a un côté aussi, évidemment, addictif au numérique. Ça, on va en parler tout de suite après. Pour tout le monde, je ne parle pas que des enfants, évidemment.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de ça, on peut même directement passer à la deuxième étape de l'utilisation des écrans, qui est une utilisation faussée. Alors, tout à l'heure, je disais justement, Fabienne et Bison Dumas, si vous pouvez juste passer le micro, je disais que nous, adultes, on n'était pas forcément en proie aux addictions. On est d'accord que c'est totalement faux, hein. Les enfants ne nous écoutent pas, ils nous imitent. Oui, certainement. Je pense qu'en tant que parents, on a aussi une réflexion à avoir par rapport à notre propre utilisation des médias, parce qu'on est aussi un modèle pour nos enfants. Effectivement, chez Pro-Human Tuté, on s'engage depuis plusieurs années pour développer les compétences numériques autant chez les jeunes que chez les parents. Donc on a vraiment un rôle au niveau de la prévention, au niveau de la sensibilisation. C'est pour ça qu'on propose des ateliers de sensibilisation pour les parents et les jeunes. Donc effectivement, les écrans, toute l'utilisation des médias numériques est vraiment entrée en force ces dernières années et ça amène beaucoup de questions. Pour les jeunes, mais surtout pour les parents, enfin moi j'ai 4 enfants à la maison, c'est vrai que c'est une question, une problématique quotidienne et puis on se pose toutes les mêmes questions, je me pose les mêmes questions avec mes enfants, on n'a pas toutes les réponses. Ce qui est clair, c'est qu'il faut poser un cadre, il faut accompagner. Ça, on va en parler juste après. Juste actuellement, pour définir un peu le besoin et la problématique, c'est que les jeunes ont une vie virtuelle. On est passé du réel au virtuel, en fait. Alors, c'est clair que l'univers des jeunes, aujourd'hui, il est digital. Et on peut même dire qu'en fait, il est hybride parce qu'il mélange en même temps le réel et la vie numérique. Mon jeune, quand il est à la maison et il joue à son jeu vidéo, en fait, il est en lien avec ses copains, il a son casque, il discute avec eux, ils discutent du jeu, ils font des blagues, ils échangent. Donc pour lui, dans ces moments-là, il est vraiment dans les deux mondes. Donc effectivement, il y a les deux aspects qui se mélangent. Et Sébastien Gibert, vous disiez aussi, quand on se parlait au téléphone, que actuellement les jeunes ont accès à certains sites qui ne sont pas appropriés pour eux. L'utilisation est vraiment faussée de ce qu'on peut en faire. Oui, tout à fait. Une des problématiques, c'est que quand ils sont sur les réseaux sociaux, le produit, c'est eux. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément su. On sait qu'il y a une économie numérique qui fonctionne au clic, donc il faut générer des clics, il faut créer du buzz, et il y a un certain nombre de phénomènes qui sont liés à ça. Il y a tout un marketing qui est autour des réseaux numériques. Il va falloir capter l'attention des enfants pour pouvoir avoir le plus possible de temps avec les enfants. Et ça, il y a plein de petits détails. Il y a le pouce pour dire j'aime, il y a la vidéo qui s'enchaîne tout de suite. Il y a des algorithmes qui vont tricher. On va inciter les enfants à aller toujours sur des vidéos qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Tout ça pour capter leur temps, capter leur attention. Ce qui fait qu'ils vont passer de plus en plus de temps. Et puis évidemment, c'est ce qu'on explique souvent à nos élèves, Internet, c'est une face magnifique, c'est plein d'avantages, comme vous l'avez dit. Et puis il y a aussi une face très sombre, où il y a un certain nombre de choses qui sont peu recommandables, qui peuvent choquer, surtout les plus jeunes. Juste un chiffre, on est passé en 2017-2018 du premier contact au site pornographique à 14 ans. Maintenant, à 10 ans, le dernier rapport au mois d'avril disait 10 ans. C'est-à-dire qu'on a perdu 4 ans, tout simplement parce que c'est accessible assez facilement aux enfants. Voilà. Alors ça, c'est un des aspects qui est vraiment à travailler, je veux dire, d'une manière générale. Mais voilà, dans le numérique, il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du encore plus mauvais. Le plus mauvais, c'est la troisième étape justement de l'utilisation des écrans, c'est à partir du moment où il y a une cassure des liens familiaux. Alors, Christina Kitsos, il y a de plus en plus de parents en fait, qui s'inquiètent parce qu'il y a de plus en plus de suspicions de retard de développement dans les crèches, justement, souvent parce qu'il y a beaucoup d'enfants en bas âge qui sont beaucoup en contact avec les écrans. Oui, alors ce que montrent à nouveau les récentes études, c'est que on vit une forme de crise relationnelle assez large, finalement, dans la société, qui est un peu paradoxale, parce qu'on l'a vu aussi pendant la pandémie, que d'une part, le numérique nous permettait quand même de garder le lien, mais
en tant qu'être humain, le lien, c'est vrai qu'il ne se limite pas juste à des échanges de mots. En fait, il y a tout le non-verbal, l'apprentissage par l'imitation, et puis finalement l'empathie qui se développe aussi par l'observation des expressions. Donc le lien, il se crée avant tout par cela, et c'est ce qu'appelle par exemple Sophie Marinopoulos dans son rapport l'éveil culturel. Elle dit que le lien, c'est d'abord une affaire de culture, et que en gros on peut faire société seulement si on est capable de développer ce type de lien. Et puis ce qu'elle disait, les liens justement où on est aussi avec le numérique, mais aussi donc l'accès aux écrans. Il y a différentes raisons qui fait qu'on utilise voilà, le numérique. Donc, alors peut-être que des parents, c'est pour avoir de la tranquillité. D'autres, c'est tout simplement qu'ils sont omniprésents. Voilà, là, il y a un écran. Vous prenez le tram, il y a un écran. Nous-mêmes, on l'utilise pour le travail, on l'utilise pour l'agenda, on l'utilise comme lampe de poche, on l'utilise pour la musique, on l'utilise pour faire des photos. Enfin, je veux dire, c'est même plus qu'un téléphone. Je veux dire, c'est plusieurs objets en un. Donc, le fait de nous-mêmes l'utiliser, forcément qu'il y a une omniprésence quand même de ces écrans, même si l'enfant ne l'utilise pas directement, mais indirectement, il est exposé quand même à ces écrans. Donc, voilà, l'idée, en fait, c'est pas, je pense, de culpabiliser les parents, ou enfin, en tout cas, c'est mon opinion, ou de ne plus utiliser ces outils, mais de voir comment on fait pour quand même préserver les liens familiaux, qui sont essentiels en effet pour le développement, surtout pour les plus petits. Alors ce qui est préconisé par les pédiatres, c'est que avant 3 ans, c'est l'interdiction des écrans. Puis ensuite, à partir de 3 ans, on peut les introduire. Par contre, ça doit toujours se faire en lien avec un adulte, c'est-à-dire que déjà c'est des courtes durées, puis ce qui est important, c'est le partage finalement qui peut être fait. C'est pour ça que dans les crèches, dans les instituts, dans les espaces de vie enfantine de la ville de Genève, on travaille par exemple avec Animatou, pour ceux qui ont 3 et 4 ans, pour aller se rendre au cinéma, pour justement voilà, échanger ensuite sur le film, pour voir comment est-ce qu'on entre en contact finalement avec la vidéo. Voilà, donc il y a des manières positives d'amener cela. Et donc je pense que c'est ce qui est important. Chez les jeunes, cette cassure entre des liens parents-enfants, elle se présente souvent, Fabienne et Baïsen-Dumas, avec l'addiction aux écrans pour les jeunes. Qu'est-ce que Pro Juventute met en place pour pallier un petit peu à ces addictions? Alors, d'abord peut-être par rapport aux liens, je pense que ce qu'on constate, c'est vrai que en fait, l'arrivée des médias numériques ont un petit peu bouleversé les valeurs, les cadres de référence qu'on avait, et nous force à adapter certaines choses. Et je pense qu'on peut même parler qu'il y a un peu un gap générationnel. C'est-à-dire que les parents vont observer que le jeune il passe 3h30 par jour sur son écran. Et ça nous inquiète, on est d'accord. Et ça nous inquiète, sans forcément s'intéresser à qu'est-ce qu'il fait durant ces 3h30. Et là, on peut constater qu'effectivement, comme vous disiez, en fait, les activités sont très très variées. Donc c'est vrai qu'il y a un peu cette difficulté aussi de génération par rapport à ça. Maintenant, pour répondre à la question des addictions, alors c'est très difficile de définir un temps. Et puis si le jeune passe plus de temps sur l'écran, c'est à ce moment-là qu'il est dépendant. Il n'y a pas tellement de limites comme ça qui est définie. Nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est d'être attentif en fait au changement de comportement de notre jeune. C'est-à-dire que observer, oui, combien de temps il passe sur l'écran, mais aussi est-ce qu'il continue à s'intéresser à des activités analogues, est-ce qu'il continue à pratiquer ses loisirs préférés, est-ce qu'il a des contacts avec ses copains autres qu'à travers les écrans. Et si on voit qu'il y a un changement de comportement, ou par exemple les notes baissent ou qu'il ne travaille plus pour l'école, c'est à ce moment-là aussi qu'on doit commencer à s'inquiéter. Et toujours chercher le dialogue avec le jeune, exprimer ses inquiétudes et rediscuter aussi du cadre qu'on donne à l'utilisation des écrans dans la famille.
Alors justement, on passe à notre 4e étape de l'utilisation des écrans. Sébastien Gibert, vous, ce que j'aime beaucoup avec vous, c'est que vous mettez un point d'honneur à l'éducation aux écrans dans votre école. Comment est-ce que vous mettez cela en place? Alors c'est quelque chose qu'on a, qui a vraiment émergé, un besoin qui a émergé au moment aussi de la pandémie. Hein. On a créé du lien et on a continué à être avec nos élèves par l'intermédiaire des écrans, mais on s'est rendu compte aussi qu'il fallait avoir faire tout un travail autour de ces écrans. S'il y a quelques années, la fracture numérique, ce qu'on appelait la fracture numérique, c'était lié à l'équipement. Là, c'est plus du tout le cas. C'est vraiment les usages qui font la fracture numérique. On a des élèves qui passent, comme vous l'avez tous dit très très bien, qui passent énormément de temps sur les écrans et qui finalement utilisent Internet, mais d'une manière, je dirais, basique, simple, en regardant des vidéos, en jouant, etc. Ce qu'on a essayé de leur montrer surtout, c'est tous les petits trucs qui notent. C'est leur expliquer que les vidéos qui s'enchaînent, c'est un piège pour rester dedans. Il y a aussi, on a beaucoup expliqué le principe des algorithmes, le fait qu'on vous présente des vidéos qui correspondent à vos goûts. Il y a un biais cognitif très fort, c'est-à-dire qu'on n'est jamais confronté à une opinion opposée. Et ça, c'est vraiment très intéressant de le proposer aux enfants, parce que quand on organise des débats, ils voient bien qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes opinions. Et ça, c'est complètement faussé à travers les algorithmes numériques qui vont vous proposer toujours quelque chose qui vous plaît, qui va dans votre sens. Et finalement, ils ne sont jamais opposés à la contradiction. Donc on leur montre ça, on explique qu'une opinion, il peut y avoir plusieurs opinions sans que ce soit dramatique, sans que ce soit un problème. Et puis on fait tout un travail sur comment faire un bon usage du numérique. Alors on leur apprend à envoyer des mails, on parle de, alors c'est un mot, je ne sais plus s'ils l'utilisent, mais c'est la net étiquette, donc c'est quelques règles bases par rapport à un certain comportement numérique, ne serait-ce que faire attention dans la manière dont on écrit son mail, puisque si on écrit tout en majuscule, ça veut dire quelque chose. Si on répond tout de suite vivement à un mail, parfois on fait des impairs. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. Et puis on explique beaucoup par rapport aux différents services que propose Internet, qu'il y a toujours un aspect toujours très positif. Et puis il y a aussi des aspects sombres et on ne cache pas ces aspects sombres. Et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de donner aux enfants des bons réflexes. Quand on fait une recherche, on peut tomber sur des choses choquantes. Des vidéos ou des images qui choquent les enfants. Le réflexe qu'on leur donne, c'est faut pas culpabiliser, ça c'est une première chose, parce que c'est pas de votre faute si vous êtes tombé dessus. Et la deuxième chose, c'est en parler. C'est-à-dire ne pas le garder pour soi, ne pas en avoir honte ou ne pas en parler à un adulte de confiance. Alors ça peut être, parfois c'est les enseignants, parfois c'est les parents, parfois c'est un grand frère, mais en parler pour évacuer tout ça, parce que ça peut avoir des conséquences fortes. Quand un enfant découvre des choses, des images choquantes, ça peut avoir des conséquences assez importantes et puis il peut garder ça assez longtemps. Toujours cette communication qui est quand même au premier plan. La ville de Genève est très active au niveau des jeunes, justement. Christina Kitsos, qu'est-ce qui est mis en place à Genève? Quelles sont vos actions pour les enfants? Alors maintenant, on est en train de mettre en place avec le service des écoles et le service de la petite enfance, dont les chefs de service sont ici présentes d'ailleurs, que je salue. On est en train de mettre un programme de prévention avec Action Innocence. Voilà, donc nous, nos leviers d'action en ville de Genève, c'est évidemment la petite enfance, donc les 0-4 ans. Aussi de faire le lien avec les parents, les professionnels et les enfants. Puis ensuite, on a le levier au niveau du parascolaire et des maisons de quartier. Donc vraiment, on touche plusieurs âges. Donc c'est ce qu'on est en train de travailler maintenant. Des formations auprès des adultes ou est-ce que c'est vraiment des activités que vous mettez en place pour les familles? Alors on est en train maintenant de concevoir le programme. Donc il y aura une partie de formation, mais il y aura aussi des ateliers. Bon, après, l'idée aussi, c'est de pouvoir quand même... parce que je pense que c'est ce que disait aussi monsieur, c'est que dans l'éducation, c'est-à-dire il faut qu'il y ait aussi un moment pour les enfants qui soit joyeux, où on peut aussi avoir différents usages. C'est pas de diaboliser, parce qu'on vit finalement avec ces outils. Oui. Bon, à part si on arrêtait tout, puis alors là, dans ce cas-là, moi, ça m'arrangerait bien, personnellement. Mais malheureusement, quand on est en société, si on doit l'utiliser, etc., on ne peut pas non plus se retirer
complètement, parce que sinon, on ne peut pas faire société non plus, puisque maintenant, eh bien, c'est omniprésent. Voilà. Donc l'idée aussi, c'était d'avoir des journées justement de jeu, aussi avec les écrans, mais bon, ça, ce sera à la fin de ce programme, sur les différents usages, etc. Bon, après, évidemment, ça dépend chaque fois de l'âge des enfants aussi. Hein, donc, mais voilà. c'est super, en tout cas, c'est génial de mettre ces actions en place. Fabienne et Bison Dumas, vous disiez tout à l'heure, vous parliez de responsabiliser les jeunes, vous parliez de cadre. En fait, ce que propose Pro Juventute, c'est vraiment une discussion parents-enfants et ensemble poser le cadre, pas une autorité en fait au-dessus du jeune, parce que vous, c'est beaucoup avec les jeunes que vous travaillez. Comment vous faites ça ? Alors, effectivement, pour nous, c'est très important de dire oui aux écrans, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que oui, il y a un cadre à poser. Et puis, ce cadre-là, c'est important de le discuter avec les jeunes, d'expliquer aux jeunes pourquoi on s'inquiète, pourquoi on imagine poser une limite de temps au niveau de l'utilisation des écrans, pourquoi on autorise une application et puis une autre on aimerait l'interdire, et vraiment discuter ensemble pour finalement trouver une façon de vivre avec les écrans, parce que c'est comme vous disiez, on ne peut pas vivre sans, donc il faut vraiment définir un cadre et le négocier ensemble. Je pense que c'est important parce que ça permet justement de aussi recréer le dialogue, éviter aussi les conflits. Et la compréhension mutuelle. La compréhension, aussi. Et je rejoins vraiment ce que vous avez dit au niveau de l'accompagnement. Les parents aussi, ils doivent accompagner leurs jeunes dans l'utilisation des médias, dans l'acquisition des compétences numériques. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment, en tant que parent, faire avec son jeune, c'est-à-dire discuter des algorithmes, regarder ensemble les réglages de sécurité, parler de l'esprit critique, enfin, tous les aspects que vous avez abordés, que l'école peut faire, le parent aussi, à la maison, il peut le faire. Et en le faisant ensemble, ça crée ce dialogue. Et je pense que c'est ce qui est important pour se rejoindre finalement sur un terrain où on arrive à vivre avec les écrans, avec un cadre qui correspond aux valeurs et au cadre qu'on a envie de poser en tant que parent. Vous avez réussi à le faire avec vos enfants ? Alors, c'est un combat quotidien, oui. Ça c'est clair. Je pense qu'on est convaincu de notre cadre, il n'est pas tout le temps respecté et il doit être renégocié. Après, voilà, les enfants grandissent aussi, donc non, j'ai pas la baguette magique, mais voilà, c'est un travail quotidien. Et en tant que parent, on fait au mieux. Et voilà, il y a des jours où ça marche mieux, des jours où ça marche moins bien. C'est tout à fait normal et je pense que c'est comme dans tout. Sébastien Gibert, on en vient à notre 5e étape de l'utilisation des écrans. Cette révolution numérique pour vous, c'est une réelle évolution sociétale, culturelle et cognitive. Ah ben c'est clair, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé lorsqu'on est passé de l'oral à l'écriture ou du livre écrit à l'imprimerie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la connaissance a changé de support, il y a eu un bouleversement et nous sommes générale. Ouais, et on est en train de le vivre. Alors, ça fait vraiment, en gros, ça fait une bonne quinzaine, voire une vingtaine d'années que c'est en cours. On est sans doute au début. Là, je lisais un article ce matin sur les intelligences artificielles. Ça fait 6 mois que ChatGPT a été ouvert et ça a révolutionné complètement, par exemple, les études universitaires. Les professeurs ne savent plus comment évaluer les élèves parce que ils savent plus du tout, ils peuvent pas déterminer si c'est un produit généré par ChatGPT ou si c'est un produit qui est fait par un élève. Donc il y a aussi toute cette réflexion qui est en train de se mettre en place. L'éducation, l'école va changer. Il y a un très célèbre philosophe que j'invite tout le monde à lire qui s'appelle Michel Serres, qui a écrit un livre superbe qui s'appelle Petite Poussette, qui explique que maintenant on a des enfants qui ont au bout de leurs mains la connaissance mondiale de toute l'humanité. Avec leur téléphone, ils sont capables de rejoindre toute la connaissance mondiale. Alors après, savoir, ça ne veut pas dire comprendre, on est bien d'accord. Hein. Et justement, peut-être que pour les enseignants, ça va être ce travail-là qui va être finalement
de les accompagner à travers toutes ces données. Alors, il y a des bonnes données, des mauvaises données, et justement faire le tri en tout ça. Avec mes élèves, on a eu une magnifique discussion. Je ne sais pas si vous avez vu cette image où on voyait le pape en doudoune blanche. Et en fait, c'est une image qui a été générée par un robot, par une intelligence artificielle. Et ça va être justement de permettre à nos enfants d'avoir du recul par rapport à tout ce qu'il va y avoir comme information pour faire le tri entre les bonnes et les mauvaises informations, enfin les fausses informations. Et c'est un gros travail qu'on a à faire avec les élèves parce qu'on est vraiment au seuil d'un monde qui va vraiment changer. Merci beaucoup à nos orateurs d'avoir été avec nous. Pro Juventute fait un travail exceptionnel auprès des jeunes et des familles. On peut vous joindre les numéros de téléphone. Vous pouvez donner peut-être le 147 qui est important. Alors, il y a le numéro du 147 qui est le numéro pour les enfants et les jeunes jusqu'à 25 ans. Et il y a aussi le conseiller aux parents que vous pouvez contacter si vous avez des questions ou des difficultés avec vos ados. Et peut-être ce que je peux encore dire en lien avec les écrans, on va lancer cet automne des ateliers de sensibilisation en ligne pour les parents, justement autour de la thématique numérique et avec des conseils concrets, comment vivre mieux avec les écrans en famille. Super, merci beaucoup en tout cas pour tout le travail que vous faites. Merci beaucoup Sébastien Gibert, on vous souhaite aussi bonne chance avec l'école et toute cette éducation qui vous attend. Merci beaucoup Christina Kitsos. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Je sais qu'on avait noté 2 adresses par exemple où les familles pouvaient trouver des activités, où en fait on pouvait rencontrer aussi sur place des éducatrices. Oui, je pense que ce qui est important surtout, c'est de créer du lien, et le lien c'est c'est les odeurs, c'est tout ce qui est synesthésique, donc c'est d'aller au Ludobus, donc il y a les programmes entre mai et septembre, c'est là on peut aussi rencontrer des personnes, on peut, les enfants ils vont expérimenter aussi différents jeux, c'est aussi d'être aussi, quand on parle, quand je vous entendais je me disais oui on a accès en effet à ces informations-là, mais finalement la créativité ou l'ouverture, ça passe aussi par des formes de contraintes aussi, même peut-être, et d'autres sensations. Donc je pense que c'est important justement comme alternative, ce type de projet, ou la bâtie des enfants aussi en été, où là c'est vraiment la sensibilisation à l'environnement et puis l'accès à la culture dès le plus jeune âge. Et je pense que justement la culture, c'est un véritable levier en l'occurrence pour avoir cette capacité à créer des liens déjà entre nous, mais aussi dans notre esprit. C'est ça, la création de liens, de comparaisons qui nous permettent de vivre notre humanité, disons. Voilà, merci beaucoup. On conclut sur ce très beau message. Merci beaucoup et bon succès pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup.